Vous écoutez un balado Innovation. Bon matin à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour notre dernière Innovation Plus Société avec un grand ami et partenaire, Luc Sirois, notre innovateur en chef du Québec. Je vous rappelle la formule. Innovation Plus, c'est des rendez-vous matinales, virtuels et mensuels où je vais à la rencontre de grands leaders et experts autour de la thématique de l'innovation en santé. Inspiré de notre livre « Innovation en santé, réfléchir, agir et valoriser ». Et Luc Sirois fait partie de ces auteurs. C'est un ouvrage collectif, mais également d'autres produits de connaissances de notre écosystème québécois et à l'international. Alors, je pose 3 questions de tête et 3 questions de cœur. Et avant de poser ma première question à mon cher invité, j'aimerais l'introduire. Plusieurs d'entre vous le connaissent, mais sa carrière, un résumé de sa carrière mérite d'être exprimé. Alors, Luc Sirois est ingénieur. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique à l'Université McGill et un MBA à l'Université de Harvard. Luc Sirois est aussi entrepreneur et un citoyen très engagé, reconnu au Québec et partout au monde pour son approche créative de l'innovation et pour son implication en technologie numérique au Québec. Il est investi auprès de nombreuses startups et organisations à but non lucratif axées sur la jeunesse, la santé, la science, l'éducation. Il a cofondé le mouvement d'innovation en santé Hacking Health. On a organisé ensemble un hackathon en 2014 parmi les plus grands au monde en santé, ainsi qu'un accélérateur et fonds d'essaimage en santé numérique. Il a également œuvré à titre de vice-président chez TELUS Santé, Télésystème, Nightingale en santé et comme gestionnaire stratégique chez McKinsey. Il est professeur associé à HEC Montréal. M. Sirois est un excellent ambassadeur de la science et de l'innovation. Il est un adepte de la mobilisation de connaissances et du développement de talents. Il a été directeur général de Prompt, un organisme à but non lucratif qui favorise la création de partenariats en recherche et développement avec des entreprises publiques et privées. Et aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir comme innovateur en chef du Québec. Bon matin, cher Luc. Bonjour, Cathy. Ça va bien? Merci beaucoup, Dr. Brunet. Merci. Merci de l'accueil. Ben oui, ça fait plaisir. C'est chez toi. Je vais me permettre de te Cathy, tutoyer écoute, ici. Ce que les gens ne savent pas, c'est pour le CHUM, ça a une place très spéciale dans ma vie. Vous y êtes. Et pourquoi? On a fait des 100 coups ici ensemble depuis des années. Et puis, mais aussi, c'est l'endroit où mes enfants sont nés. C'est-tu vrai? Ben Je savais oui, pas. ici, à ce qui était à l'hôpital, Saint-Luc. Hein, Oui. Donc, et puis à Notre-Dame qui a migré ici. Puis mon épouse travaille ici, là, est une des vôtres. Puis maintenant, on habite à côté. Fait que ça fait partie de nos vies de mille et une façons. Et puis, c'est merveilleux d'avoir un lieu pas seulement de santé, mais de science, puis de développement de l'innovation en santé. Vous savez, on parlait tout à l'heure de maintenant la bibliothèque, l'endroit qui est magnifique. Fait que c'est propice à bien des choses innovantes. Ah oui, tout à fait. Alors, ma première question de tête pour toi. Pourquoi l'innovation est importante pour une société, particulièrement en santé? Bien, tu vois, toutes les sociétés modernes progressent. On a eu des grandes phases de progrès de l'humanité et le mot « progrès » était justement le thème. On voulait arriver dans une nouvelle ère. Mais maintenant, on est dans une autre phase de progrès de l'humanité où on a des grands défis à continuer à attaquer. Des défis. Donc, la science permet de poursuivre le combat, mais l'innovation permet de l'intégrer dans les organisations, dans les entreprises, dans les institutions, dans le quotidien des gens. Comment est-ce que la science et la technologie se traduit dans des améliorations dans la condition de vie des gens, des améliorations dans la santé, pas juste dans les soins, mais dans la santé. Donc, l'innovation, c'est ça, c'est d'être capable de traduire, d'amener, d'améliorer, parfois de faire des grands changements fondamentaux dans la vie des gens et des institutions. Puis, vous avez fait, toi et ton équipe, puis même l'équipe du ministère de l'Économie et de l'Innovation, une grande tournée du Québec. Vous êtes allé à la rencontre de Québécois et de Québécoises, des entrepreneurs, des CHU, des accélérateurs, des CCCT, des organismes communautaires à but social et à but lucratif. Vous avez reçu 260 mémoires où les gens se sont positionnés sur leur vision de l'innovation et de la recherche et de l'économie. Quels sont peut-être un des grands constats?
Oui, hein, parce que cette grande consultation-là, elle se fait dans le but de se doter d'une nouvelle stratégie québécoise là, de recherche et d'innovation, des grands plans. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est à quel point la culture d'innovation, elle fait un peu défaut partout. Hein. On essaie, ici, vous êtes un exemple à suivre en termes d'amener l'innovation dans les institutions de la santé. Mais dans les entreprises, c'est la peur du risque, la peur de l'erreur? Oui, exactement. On dit, bon, on va faire un gros projet, on a peur d'échouer, donc parfois on va préférer pas le faire, on le remet à plus tard, on manque de gens, on ne le priorise pas. Même dans les entreprises innovantes, il y a des entreprises qui ont une tradition d'adopter la technologie et de développer des nouveaux produits. Même celles-là, les porteurs de ballons à l'interne, ils sont presque démunis. C'est encore un peu, pas à tâtons, mais donc la culture de l'innovation, pour moi, je me rends compte à quel point elle n'est pas nécessairement très répandue. Ça, c'est un des grands constats. Peut-être un autre? Oui, un grand étonnement. Un grand étonnement. OK, celui-là, c'était un étonnement, mais moi, j'étais fier je me suis rendu compte, on le sait, mais là, de rencontrer les entrepreneurs du centre du Québec, de la Beauce, de Shawinigan, et, tu sais, c'est des gens qui travaillent fort, c'est des gens qui sont fiers, c'est des gens qui font des choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils disent, regardez notre usine, regardez nos produits. On ne vend pas ça ici, on vend ça à l'international, on vend ça aux États-Unis. On est les meilleurs au monde dans ce secteur. Moi, ça m'a pas étonné, mais j'étais content de le voir et d'être avec eux. Absolument. Okay. Peut-être un autre grand constat que tu voulais partager? Moi, c'est la passion des jeunes. En fait, ça va avec... Il y a des études sur l'entrepreneuriat qui sondent dans tous les pays de l'OCDE pourquoi les gens sont entrepreneurs. Ils sont mille et une choses, mais entre autres cette question-là. Est-ce que c'est pour devenir riche? Est-ce que c'est pour créer des nouvelles technologies, pour se créer un emploi qui nous plaît? Et il y a une des raisons qui est évoquée qui est d'avoir un impact dans la société. Et puis, de toutes les sociétés des nations de l'OCDE, puis le Québec est mis parmi elles, c'est au Québec où le désir d'avoir un impact dans la société, de faire une différence, il est le plus fort. Mais c'est monumental, c'est 74 %. Donc, c'est le trois quarts des dirigeantes, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas juste créer de la richesse, c'est faire une différence dans leur communauté, dans leur société. Et ça, c'est plus fort que de toutes les autres, les 34 autres nations. C'est fou, hein? Ah, oui. Puis je vais passer sous silence, c'est qui les derniers? Parce qu'il y en a pour qui c'est pas très important. Mais c'est fou. Et donc, on le sait, hein, quand on fait de l'innovation, tous les entrepreneurs, tous les innovateurs, ont la flamme de faire une différence. Ouais. C'est particulièrement puissamment ancré chez les jeunes. L'impact social, l'impact sur la société, faire une différence. Les entrepreneurs techno aussi, là, purs et durs, eux veulent faire... Et ça c'est fantastique. Les défis les plus importants que tu as entendus et lus? On a parlé celui de la culture. Il y a, en termes économiques, purs et durs aussi, là, c'est dur à comprendre pourquoi au Québec, justement, on a la productivité au Québec en termes de création de richesse par habitant, elle est plus faible que presque toutes les autres provinces. Elle est plus faible que dans beaucoup d'autres nations. Et ça m'inquiète parce que... je me rappelle quand j'étais plus jeune, on lisait Alain Dubuc, chroniqueur économique dans la presse, un grand guide qui nous guide encore, qui est membre du Cyrano aujourd'hui, qui faisait, il y avait même un livre, L'éloge de la richesse. Tu sais, je ne sais pas les causes racines de cet inconfort avec la richesse, mais c'est un grand défi. Puis ce rattrapage-là, il doit avoir lieu parce que des entreprises prospèrent, des entreprises qui exportent, qui créent des technologies, qui les amènent au monde dans la santé, puis maintenant dans l'environnement, le clean tech, ça amène une richesse que les Québécois, Québécoises, ensuite vont pouvoir utiliser pour la santé, pour la culture. Et ça fait un cycle qui est vertueux. Donc, c'est important de ramener, moi, je pense, un grand défi
d'attaquer le défi de productivité au Québec. Peux-tu définir ce qu'on entend par richesse, Luc? Pourquoi Oui, c'est important de parler de richesse? Oui, parce Tu l'as que effleuré, mais j'aimerais que tu le pousses un peu. S'il vous plaît. la nouvelle définition de richesse, elle est avec un S. Hein, elle est aujourd'hui, quand on parlait de richesse à l'époque, on parlait de profit, de profitabilité, de revenus, donc de richesse économique. Mais maintenant, les entreprises et même ceux qui financent les entreprises, ceux qui exigent de l'impact social et de l'impact environnemental. Cette nouvelle triple bottom line, ce triple résultat-là, il devient la référence. Et ce qui est précurseur, c'est que les banques, ceux qui financent les entreprises, vont l'exiger maintenant. Ça a été annoncé à la suite de la COP 26. Il y aura au Québec, ici, l'Office qui va trouver comment on mesure ces choses-là, parce que c'est pas facile. Mais une entreprise on appelle ça les ESG, donc les impacts pour la société, la bonne gouvernance, l'environnement, permet qu'une entreprise puisse créer de la richesse économique, mais du bien dans la communauté, du bien de l'équité chez les employés et un impact positif sur la lutte au changement climatique, un impact positif pour un meilleur environnement. Fait que les richesses, c'est ces trois richesses-là. Oui, puis ces richesses-là soutiennent notre système public, que ce soit les CPE, que ce soit la santé, le système de santé. C'est tellement des bons exemples. Donc, il y a un retour sur... cette création des richesses soutiennent le secteur public, je pense. En plus, l'impact social, une communauté qui est en santé, au point de vue économique aussi, ça retourne parce que ça coûte moins cher au système de santé. On est capable de prendre soin de plus de gens parce qu'elle est en santé. Donc, d'avoir de la prévention en amont, de prendre soin des gens, c'est aussi économiquement très logique. Intéressant. Tes un ou deux plus grands apprentissages de la tournée et de la lecture des D160 mémoires, parce que je sais que tu les as tous lus. Oui, j'ai passé l'été à... C'était interminable. Je me disais, ça y est, à la plage avec ma liseuse, mais les plus grands apprentissages, écoute, c'était étonnant de voir, il y en avait quelques-uns. D'une part, l'inquiétude sur l'environnement, il est omniprésent chez les jeunes. Et j'étais étonné, par contre, qu'il ne soit pas rapporté plus que ça par les organisations qu'on a rencontrées. Donc, pour eux, ça va de soi, mais c'est jamais un défi qu'ils amènent en premier. Il y a des choses assez banales, là, mais qui font toute une différence. C'est comme la pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein à énormément de projets d'innovation. Ça, c'est ressorti dans la tournée, dans les consultations. Écoute, les gens nous criaient après, en disant, regardez, là, oubliez ça, vos questions sur comment être plus innovant. On n'arrive pas à faire le travail, on est débordé, on n'arrive pas à livrer les commandes, il nous manque des gens sur la première ligne. On n'arrive pas à avoir des gens de sciences, des gens de technologie pour venir travailler sur nos développements, intégrer les technologies. Donc pour moi, c'est un étonnement. Une grande mais c'est un immense défi. Et puis dans la stratégie, on va devoir justement être ingénieux. Et ça, c'est un cercle vertueux ou cercle vicieux quand on ne le fait pas. Hein. Les entreprises qui ont fait leur transition vers l'intégration de plus de technologies, justement, arrivent à mieux faire le travail, ont besoin de moins de gens. Et si tu ne le fais pas, c'est l'inverse. Là, tu te rends dans un cercle vicieux où là, tu as de la difficulté à t'en servir. Je te raconte une petite anecdote. Vraiment une petite anecdote. Parce que justement, pendant les vacances où on lisait tous les mémoires, je vais au Tim Hortons du coin sur la Côte-Nord, puis là, je commande un café latte. Et puis l'assistante gérante, là, qu'elle était fâchée contre moi, là. Puis là, elle faisait mousser le lait, puis
avait des mots que je ne pourrais pas répéter ici, là. Puis là, je l'entendais, j'ai dit, je m'excuse de vous déranger. Ça prend tellement de temps à faire ça, un latte. Regardez, là, regardez la ligne de clients, de patients, de clients qui attendent, là. On va arrêter ça, servir les lattes, ça n'a pas de bon sens, ça prend bien ton temps, sinon on va être obligé de fermer le restaurant. Puis, là, je me racontais toute sa vie là-dessus. Puis le lendemain, je vais à un autre restaurant, puis ils avaient un petit robot qui faisait mousser le lait. Puis pendant que le serveur me jasait, il y avait 5 lattés qui se faisaient. Là, je me dis, bon, peut-être des Mais il y a idées. une analogie à faire en santé, parce que ce qu'on veut, c'est du temps direct avec le patient. Donc, comment qu'on peut convertir des tâches à valeur non ajoutée, tenir la tasse de lait pour le mousser, versus, tu sais, comme serveur, tu veux servir, tu veux avoir une belle expérience client. Nous, on veut être en lien direct avec les patients. Je pense que oui. L'automatisation peut amener cette valeur-là, par exemple. Oui, en enlevant des tâches routinières qui ne sont peut-être pas nécessaires ou en les facilitant, les rédactions de rapports et tout. Ouais. C'est une belle anecdote. Merci du partage. Dernière question de tête avant qu'on passe... Quand vous boirez un latte la prochaine fois, vous rappellerez l'innovation. Exactement. Dernière question de tête avant qu'on passe aux questions de cœur, qui est une question importante. Quelle est ta vision d'avenir du Québec innovant de demain pour la société? Peut-être parce que vous travaillez présentement avec l'équipe, je fais partie du conseil, donc je sais. On travaille sur des stratégies, des actions concrètes pour atteindre cette vision-là. Donc, peux-tu nous partager ta vision du Québec innovant de demain et 2 actions et stratégies concrètes pour l'atteindre? Oui, c'est encore en cours. Hein. On réfléchit puis des personnes comme moi, là, un peu indécises à savoir lesquelles meilleures actions. C'est difficile. En conseil, je pense qu'on y arrive. Premièrement, le Québec innovant de demain, un écosystème d'innovation performant a toute une dynamique là, qui va littéralement où on fait de la science, de la recherche de très grande qualité, on en fait beaucoup. Et la très grande qualité, ça se mesure par les façons traditionnelles d'être ceux qui sont cités, ceux qui sont les références. On veut des équipes multidisciplinaires, des regroupements, donc de la science. On fait aussi de la recherche appliquée. Donc là, c'est relié à des problématiques de société, relié à des problématiques d'industrie, relié à des défis de société comme ceux dans la santé. Et là, c'est pour régler des grands problèmes. Et ça, il faut en avoir. Et il faut être mesuré, il faut être valorisé, c'est-à-dire avec des nouvelles façons où les chercheurs qui s'impliquent à résoudre des problèmes de société s'impliquent dans la société, dans des travaux avec les acteurs de la société, les institutions, les hôpitaux, les entreprises, sont aussi valorisés. Ils ne sont pas pénalisés parce qu'ils ne publient pas, par exemple. Ou parce qu'ils démarrer une entreprise. Donc, ensuite, il y a justement des entreprises en démarrage. Là, on doit en avoir, ce transfert vers la société-là doit se faire aussi par des entreprises en démarrage et des PME qui développent des nouveaux produits qui, en fin de piste, il y a des grands donneurs d'ordre, des institutions, des entreprises, en anglais on dit « anchor », des ancres, qui, eux, permettent d'intégrer toute la chaîne. Et puis, justement, la richesse va être réinjectée en recherche, d'alimenter la recherche dès le début. Donc, il faut avoir toute cette chaîne-là. Il faut que la liaison se fasse bien. Dans 10 ans, par filière, dans la santé, dans les sous-secteurs de la santé, ça prend ça. Le rôle de anchor, il est essentiel. Les entreprises ne le réalisent pas à quel point elles jouent un rôle. Elles ont un rôle important à jouer et elles doivent le jouer. C'est la même chose pour les institutions. Ici, le CHUM... on exactement. est un anchor, oui. Vous êtes un anchor qui peut... en étant un donneur d'ordre, en donnant un donneur de défis, en étant celui qui est le train la locomotive du train, va emmener dans son sillon plusieurs organisations, chercheurs qui vont pouvoir tous en pousser dans la même direction. Ça, c'est des écosystèmes par filière qu'on doit bâtir, d'être capable d'avoir une vision et comme action concrète, justement, mesurer, être capable d'avoir des données là-dessus. Être capable de savoir dans les filières qui sont les anchors, qui sont les PME, qui sont les chercheurs appliqués, qui sont les chercheurs fondamentaux, comment ça va, comment ils sont performants, comment ils travaillent ensemble, est-ce que les liens sont bons. Et une deuxième action concrète, on parle de la société Axelis, que le gouvernement a facilité la création, puis m'a demandé de travailler, sur laquelle m'a demandé de travailler. Maintenant, on a Paul Debois qui travaille avec toute son équipe. C'est une société de transfert, de valorisation et de transfert de la recherche vers l'industrie, mais vers la société, avec
Donc ça, c'est une action très importante. Elle va focaliser sur l'entrepreneuriat scientifique, évidemment le transfert de la recherche, mais de façon plus efficiente, plus efficace, mais aussi l'innovation sociale. Comment l'innovation sociale et culturelle, la recherche sur les sciences sociales peut être amenée à la société, avoir plus d'impact, faire une plus grande différence plus rapidement. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici parce que juste ce sujet-là de l'innovation sociale, ça pourrait mériter 30 minutes à tout ça. Puis il y a des questions pour toi plus tard sur l'innovation sociale, mais passons aux questions de cœur. Mes chers participants, je vous invite à tout de suite commencer à publier vos questions. Je suis convaincue qu'il va en avoir plusieurs. On va réserver les 15 dernières minutes pour adresser vos questions. Alors, commençons par la première question de cœur. Moi, j'aime ça, les questions de cœur, puis ça nous fait découvrir... C'est vraiment spécial, là, ce matin, qu'on... Alors, Luc, parle-nous, quand tu étais jeune, tu ressemblais à quoi? Jeune Luc, il ressemblait à quoi? Il faisait quoi? Oui, tu m'avais donné un petit heads-up qu'on parlerait de ça, puis on a échangé dans le passé que j'étais un jeune scientifique à l'époque, là, pour lequel on voyait un avenir brillant en sciences. Mais je voulais partager quelque chose avec toi puis avec les gens je pense qui est important ici dans un contexte de santé. Moi, quand j'étais petit, la vraie réalité, c'est qu'avant de devenir un jeune scientifique, moi, mon père est décédé, j'étais très jeune. Et puis, la maladie a toujours été chez nous, dans la maison. Elle a tout changé dans ma vie. Et ça a été d'être orphelin, d'avoir une maman qui a souffert beaucoup, d'avoir ma grand-mère qui vivait chez nous, qui a heureusement était là, mais qui était aveugle, m'a fait connaître tous les aspects des défis de la santé. Mais en même temps, c'est aussi tous les aspects de la résilience puis de la force de caractère. D'avoir été élevé par 2 femmes, ça m'a ouvert aussi, comme homme, l'esprit sur le fait d'être... l'égalité, pour moi, c'est comme ça va de soi. J'ai été élevé par des femmes qui ont pris toutes les responsabilités de la vie, puis qui ont inculqué chez moi la notion d'importante de le temps est court, il faut être responsable et avoir un impact important parce que ça repose sur nos épaules. Fait que pour moi, ça a tout changé pour moi dans le fait d'être orphelin, puis le fait de devoir être celui qui fait arriver des choses dans sa famille. Et ça l'a amené cette attitude-là dans la vie. Ça m'a amené beaucoup aussi d'optimisme parce que quand la vie est dure, je pense que les gens ne réalisent pas comment la vie peut être difficile. Ah oui. Et quand justement, quand la santé va, tout va, ben, ça a été pour moi le grand leitmotiv. Jamais les obstacles de la vie sont à ce point insurmontables. Jamais on peut se décourager parce qu'il y a toujours pire et on peut toujours se réjouir d'être en santé. Merci de ta confiance de nous dévoiler ça, Luc. Moi, ça me touche beaucoup, puis je suis certain que les participants également. Puis ça résonne chez nous, hein, puis dans nos partenaires des CIUS et des CIS et des CHU passent par des périodes extrêmement difficiles. Là, on est rendu à une énième vague. C'est tough. Ben oui, puis les professionnels on perd de santé, des patients. Vous êtes des gens qui sont au quotidien, ceux qui assistent, ceux qui font sur la ligne de front avec les familles qui sont aux prises avec des défis de santé. Vous avez une force de caractère phénoménale. Le désir je faisais allusion au désir d'avoir un impact chez les dirigeants, mais chez tous les professionnels de santé, ça a été la flamme originale qui a dit, moi, je vais dédier ma vie à aider les gens, à les aider à retrouver la santé, à les accompagner dans les moments où c'est difficile pour eux dans la santé, et puis je suis à leur côté. C'est tellement admirable, cette force-là que vos gens dans la santé ont. Elle est... Oui, absolument. Oui, on vous salue tous et toutes. Ça introduit la prochaine question. Donc, ce sentiment d'engagement, tu as lancé plusieurs entreprises, tu as fondé Hacking Health, tu as dirigé Prom. Pourquoi c'est important pour toi d'être un vecteur d'innovation? Bien, ça a été, je pense,
c'est un désir à la base. La science allume le désir de découvrir. Tu sais, il y a comme un sentiment chez les chercheurs, chez les gens, chez une grande partie des gens, de découvrir, d'inventer, de créer. C'est un sentiment de création important. Créer une nouvelle technologie, il y a quelque chose d'immensément magique et puis qui fait avancer la société. Mais rapidement, je me suis rendu compte, puis c'était probablement aussi beaucoup mon séjour à l'université Harvard a fait une grosse différence, puis de réaliser que, attends une minute, on ne crée pas que des technologies, on peut créer des organisations qui font des choses. Et puis, vous en êtes, hein, vous êtes des gens, Dr Brunet, vous le voyez à l'œuvre auprès de vous, de créer des organisations qui ont un résultat, qui font une différence. C'est comme, pour moi, comme ingénieur, c'est créer une machine qui fait une différence ou créer une organisation qui fait une différence. Donc, pour moi, ça a été une passion, et c'est encore une passion, de créer des organisations qui font une différence pour la société québécoise, mais pour nos enfants aussi, pour que nos enfants naissent et grandissent dans un milieu où il y a des organisations qui sont créatives, qui inventent, et qui développent et qui créent des choses. Et nos enfants pourront avoir la chance d'y travailler, pourront avoir la chance d'en créer eux-mêmes, puis d'être dans une société où c'est la norme de créer des choses nouvelles, puis d'avancer. Dernière question de cœur, parce qu'il commence à avoir déjà des questions de l'auditoire. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter ce grand défi, celui de diriger, d'être au service de l'innovation au Québec? C'est un peu c'est un rôle qu'on invente, hein? C'est un rôle qu'on invente. Il y avait d'abord le désir justement, on a un scientifique en chef extraordinaire. On voulait s'assurer de couvrir toute la chaîne. Fait qu'il y avait ce désir-là d'apporter l'attention sur l'innovation en société, dans les entreprises. Mais en quelque part, il y avait, quand j'étais plus jeune, j'avais travaillé à Toronto pour une personne qui s'appelle David Picot, qui était, on le surnommait le meilleur maire de Toronto qui n'a jamais été maire de Toronto. Parce que c'est une personne c'est un Américain qui avait déménagé au Canada, qui était tombé en amour avec le Canada, puis qui s'est dit « Ah, wow! » Puis qui avait fondé Boston Consulting Group au Canada. Et toute son œuvre était sur comment améliorer les choses avec des projets de société, avec le gouvernement, avec des fonds d'investissement dans des secteurs privés et avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et ça, j'ai trouvé que wow, il y a un rôle à jouer qui n'est pas politique, où et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont nos politiciens, qui vont dans la vie publique comme élus pour améliorer les choses. Puis je me suis dit, il y a énormément à faire pour amener une culture d'innovation, aider les gens à se réaliser, faire arriver des projets qui sont hors normes et différents, et dans un rôle qui n'est pas justement un rôle d'élu, qui est un rôle public, qui est un rôle d'influence, mais qui est un rôle d'action. Et moi, c'était pour ça que j'avais accepté ce rôle-là. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Là, c'est le temps de la période de questions. C'est toujours aussi passionnant. Avant d'introduire la première question, qui est une question relais, parce que les invités du dernier mois, Noé John White, Élise Gauvin, une question pour toi pour briser la glace. Cette fois-ci, on parlait d'innovation plus mesure, donc on introduit la mesure. Donc, ma collègue Justine va vous afficher dès maintenant un formulaire d'expérience participant. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la rencontre pour nous donner votre feedback sur l'entrevue avec Luc Sirois, mais aussi comment on peut s'améliorer pour les innovations plus de l'année prochaine. Alors, première question, je brise la glace avec la première question relais, qui est quel sera le prochain défi en innovation sociale, puis comment penser la valeur ajoutée de l'innovation sociale? Oui, Bien, moi, je trouve que le plus grand défi pour l'innovation sociale, c'est d'avoir justement des stratégies et une science de l'innovation sociale. Parce que comment un entrepreneur social qui, localement, pose des gestes qui ont une différence dans sa communauté, qui fait une différence pour un petit groupe de gens, on le conçoit, on le voit. Mais comment on fait pour faire des innovations sociales qui sont mises à l'échelle? Oui. Et qui font une différence pour toute la société, où dans les innovations technologiques, une start-up a un chemin qui est le chemin
du financement, du développement de produits, de la commercialisation, puis il y a une science pour la croissance. L'homologation, etc. Là. Oui. Mais comment on fait pour... Quelle est la science de l'innovation sociale? Beaucoup de chercheurs s'y penchent. Je pense qu'il faut arriver à des solutions. Il faut trouver des façons structurelles, institutionnelles, d'amener les innovations sociales à la grandeur de la nation. Peut-être, certainement via les institutions de la santé, qui sont des lieux d'accueil, des lieux de développement, mais aussi des lieux d'accueil. Fait que ça, je pense que c'est un... Puis l'autre, c'était sur la mesure de... Oui, comment on mesure la valeur ajoutée de ces innovations sociales? Oui, on travaille avec le milieu de l'innovation sociale, le regroupement québécois de l'innovation sociale, Humanovis et le chantier de l'innovation sociale, le chantier de l'économie sociale, la maison de l'innovation sociale, sur cette question-là. Et ils n'ont pas encore la réponse. Moi, j'ai une petite intuition. J'ai une petite intuition, mais je ne veux pas le ramener trop pour être toujours à l'écoute, mais je me dis, je visitais le musée de l'architecture du Canada qui est ici à Montréal, puis il y avait une exposition temporaire sur l'indice du bonheur. C'était comme un plancher de la bourse, et là, il y avait des multiples tableaux avec toutes les nations, puis on voyait c'était un peu une pastiche d'une bourse, mais on ne mesurait pas les indices de boursiers, on mesurait les indices de bonheur de société. Qu'est-ce qui fait qu'une société est heureuse, épanouie, et quelles sont les données sous-jacentes? C'est sur la santé, c'est sur la qualité de l'éducation, c'est sur la qualité des relations, c'est sur le sentiment d'inclusion, de participation dans la vie communautaire, de pouvoir avoir le sentiment d'être entendu, de faire une différence. Fait que je pense qu'il y a des... Et ça, c'est l'impact ultime. On parle de richesse économique ou de profitabilité, de revenus d'exportation, mais dans le domaine social, je pense que le bonheur, c'est une mesure globale avec des sous-mesures bien intéressantes. Super. Première question de Simon. Je pense que c'est une question de cœur pour une réponse de tête. Croyez-vous à une direction de l'innovation dans nos établissements de santé? Si oui, comment? Ça, c'est une question importante. Moi, j'y crois, mais ça ne peut pas être que ça. Parce que ça prend des... Vous voyez, un innovateur en chef, il n'est pas en charge, il n'est pas chef de toute l'innovation au Québec. Une direction de l'innovation n'est pas en charge de toute l'innovation dans une institution. Par contre, c'est un catalyste. C'est des gens qui amènent ça comme important, amènent le message, sont motivateurs, l'expliquent, l'enseignent, le partagent, la diffusent, poussent. Mais ce n'est pas pousse à ce que ça soit une des priorités, etc. Pourquoi ça ne peut pas être ça seul? Parce que si on ne fait que créer une direction de l'innovation, puis on la met dans son coin, puis on l'affiche de temps en temps pour faire beau, bien, ça ne change pas grand-chose et ça fait un parcours qui est immensément difficile, voire impossible. Il faut que ça soit bien intégré, puis vous le faites bien ici. Le Dr Brunet l'amène souvent. Il faut que ça fasse partie du travail de tous les gens. Ça commence par la haute direction qui dit oui, pour nous, on doit offrir des services de grande qualité, on doit protéger la santé des patients et ne pas prendre de risques, on doit livrer la marchandise en termes des soins et des traitements et on doit constamment s'améliorer. Et ça fait partie Ensuite, cette demande-là va s'amener chez les gens qui vont avoir dans leur responsabilité le devoir d'améliorer des choses, motivés, facilités par une direction d'innovation qui peut donner un coup de pouce. Merci, Luc. Alors, on a plusieurs questions. Adèle, des suggestions pour développer la culture scientifique et d'innovation chez les jeunes Québécois et Québécoises? Aïe, 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 celle-là, écoute, elle me tient à cœur parce que je trouve qu'on a... Je regarde mes propres enfants, puis je regarde les enfants. J'ai eu la chance de m'impliquer pour créer des activités de sciences, des clubs de sciences, des camps de sciences, des expos sciences, des trousses de sciences, des activités dans les écoles. Et on n'en a tellement pas assez parce que c'est comme un petit ajout. Mais fondamentalement, les compétences du nouveau millénaire, elles ne sont pas faciles. De plus en plus, elles le sont, là, puis elles le sont dans certains endroits, puis par certains professeurs, par certaines directions d'école, mais elles ne sont pas fondamentalement intégrées dans notre système d'éducation. Et les compétences du nouveau millénaire, oui, il y a de la science, mais c'est plus que les STEAM, donc c'est plus que les mathématiques et l'ingénierie dans l'éducation. C'est la créativité, la collaboration, la communication, le travail d'équipe, la résolution de problèmes. Fait que moi, je pense qu'il faut amener ça dans le... Écoute, je pense qu'on a besoin
ma grande amie Maryse Lassonde, que j'admire énormément, je pense qu'elle le sait. Elle est elle-même scientifique. Elle est présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Je pense qu'on est dû pour des nouveaux États généraux pour revoir notre cursus éducatif et s'assurer qu'on enseigne aux jeunes comment être des innovateurs, innovatrices aussi pour la société de demain. Super. Yves, pénurie de main-d'œuvre, y a-t-il des initiatives stratégiques à l'étude pour ramener plus facilement les talents seniors qui ont une expertise en innovation vers l'économie active? Oui, la Commission des partenaires du marché du travail, c'est tous les organismes qui se posent des questions sur ce domaine-là. Les employeurs aussi, le gouvernement travaille immensément fort. Et puis, oui, ils ont des initiatives sur ce front-là, comment aider les personnes seniors en pré-retraite à demeurer actifs. Je pense qu'il y a des initiatives sur tous les fronts. Ce qui est déroutant, c'est de dire, c'est comme une initiative qui a du succès, mais la prochaine vague de pénurie est encore plus grande. C'est un combat incessant. Je pense que fondamentalement, il va falloir attaquer les bases de justement la productivité, l'intégration des technologies pour rechanger de façon structurelle les besoins de main-d'œuvre. Claudia, que pensez-vous d'intégrer au programme des écoles primaires des cours de créativité et d'innovation? Même si les chefs d'entreprise ont conscience d'une innovation qui œuvre pour notre société, ne serait-ce pas important de permettre à nos enfants de développer leur capacité, la conscience de leur créativité? Oui, je réfléchis. Oui. Oui. Mais je me disais, c'est drôle, hein, après une carrière d'entrepreneur, d'avoir créé des entreprises ou de diriger des projets d'innovation au sein des entreprises ou tout ça, je me suis rendu compte que dans mon éducation, les cours d'art plastique et de théâtre que je n'aimais pas nécessairement beaucoup à l'époque, là, mais je me suis rendu compte que, mon Dieu, ça a fait une grosse différence. Tu sais, ça a été... oui, donc, c'est pour ça que j'insistais sur... c'est pas seulement des cours sur les sciences, la technologie, les mathématiques, l'ingénierie. Ça, c'est essentiel, puis il faut en avoir davantage. Mais il faut être capable d'être des créateurs de sciences, de technologie et d'utiliser les mathématiques comme outil de création. Donc, le muscle de création, de voir un problème, d'avoir des façons de le résoudre et d'être capable de mettre ça ensemble ou de mettre des gens ensemble, de travailler en équipe avec des talents différents. Ça, c'est des talents à ajouter. Robin, quel rôle peut jouer le Conseil de l'innovation pour favoriser l'intégration des innovations dans le système de santé au Québec? Bien, on a, dans le secteur de la santé, il y a le Bureau de l'innovation dans le ministère de la Santé et des Services sociaux avec Paul Larchevêque qui est, dans le fond, l'innovateur en chef dans le secteur de la santé. Et il y a cette mission-là maintenant, il y a même un sous-ministre adjoint qui est dédié à cette question-là. Donc, le rôle du Conseil de l'innovation, bien, ça va être de s'assurer que ces dynamiques-là ont lieu, que les grandes priorités soient avancées. Je pense qu'on a un rôle d'influence envers le ministre, envers le ministère, puis que cette motivation-là d'inclure l'innovation, l'amélioration continue dans tout le système de santé, bien, elle soit ça devienne une priorité à la tête. En même temps, la motivation de la base, pas juste les dirigeants, mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont les dirigeants de département, les dirigeants intermédiaires aussi, ont ce devoir-là de dire, OK, comment est-ce qu'on peut, nous, sans attendre le gouvernement, améliorer les choses, faire écouter mieux les gens, mettre en route des projets d'amélioration pour le bien des patients, pour le bien des aidants, pour le bien des acteurs de première ligne. Ça, il y a le Conseil d'innovation, si on peut stimuler ce désir-là, je pense qu'on aura fait un grand accomplissement. Puis de plus en plus, puis là, je salue mes collègues de tous les CIUS, les CHU et les CIS. De plus en plus, il y a des équipes dédiées à l'innovation qui travaillent avec le Bureau d'innovation. Tu t'impliques, toi, dans plusieurs équipes. Tu es mentor dans notre programme d'ambassadeur. Hier, tu étais au CIUS Centre-Sud. Je salue Natalia, qui est notre facilitatrice graphique aujourd'hui. Mais il y a des équipes dédiées à l'innovation, d'un pôle transversal, un bureau, un centre. Et ça, je pense que c'est ce que tu disais, là, que l'innovation doit descendre sur le terrain, être transversale par une approche systémique. Exactement. Les exemples que tu donnes, ils s'inspirent justement de ce qui se fait ici au CHU, mais ils s'inspirent de ce qui s'est fait aussi à Sainte-Justine. C'est des centres d'innovation qui impliquent toute l'organisation. Donc, encore une fois, c'est important que ces
centre-là se crée et que les dynamiques se propagent. Tout à fait. Dernière question du public de Patricia. On les a tous pris. Merci, chers participants. Où pourrions-nous trouver un lieu d'échange ouvert pour des passionnés et champions de l'innovation dans le RSSS afin de partager des approches de l'innovation sociale et inclure des usagers, partenaires, experts? C'est une Moses de bonne idée, ça. On devrait faire ça. Je pense que vous avez... tu te rappelles, Cathy, à l'époque, on a lancé ce qui était la communauté de pratique d'innovation en santé. Je pense que cette dynamique-là que vous alimentez puis que vous animez, elle doit être multipliée. Quand on parle de lieux d'échange aujourd'hui, c'est plus que des lieux physiques, et donc des communautés de pratique. Je pense que c'est ça la clé. Ça a été démontré comment des peer-to-peer groups comme ça, c'est des moyens puissants de partage de connaissances, de mise à niveau des connaissances, mais aussi de motivation, d'énergie. Les gens prennent exemple l'un sur l'autre, s'inspirent de leurs collègues. Et il y en a quelques-unes, là, ça commence, là, mais travaillons ensemble. Et cette personne-là, notons son nom pour Patricia, travailler. Contactez-nous, on a une communauté. Puis après, il y a des événements, exemple comme on a eu un hackathon Blitz en juin, où vous pouvez venir avec des experts, patients, partenaires. Vous pouvez prendre des problèmes concrets, les co-développer, puis appeler d'autres initiatives. Mais écrivez-nous, on pourrait vous orienter vers les bonnes ressources. Ça met fin à notre séance d'échange, mais là, j'aimerais que tu introduises une question relais. Parce que le prochain Innovation Plus entrepreneuriat avec Franz Saint-Élimi, qui est président et chef des opérations, directeur des opérations à l'EDARTEC et qui est chancelier du conseil d'administration de l'Université de Montréal, et Marina Massingam, qui est présidente directrice générale de AI Fred en technologie numérique. Oui, ils nous rendent tellement fiers. Quelle est ta question relais pour eux? Moi, c'est des questions dont on pourrait discuter longuement, mais justement, quel changement de société on devrait implanter pour avoir le Québec innovant qu'on espère dans 10 ans? Super. Et ton message, avant qu'on conclue, est-ce que tu as un message clé pour le temps des fêtes pour l'auditoire qui nous écoute ce matin? C'est un moment pour refaire ses forces, reconnecter, puis rallumer. Vous êtes des gens... quand on leur donne un petit repos, la flamme se rallume. C'est important que la braise reste là et puis que le temps des fêtes, ça soit un moment de repos pour ressouffler, pour ceux qui en auront l'occasion de prendre du repos puis de maintenir cette flamme-là bien forte, bien chaude, bien lumineuse pour pouvoir briller à votre tour. Un énorme merci, Luc. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi comme d'habitude. Merci de l'accueil dans notre maison commune de la santé puis dans notre grande famille de la santé. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, pour conclure, chers participants, je vous rappelle que les produits de connaissance, donc le balado, la vidéo et la facilitation graphique de Natalia Tourbina, et là, il y a Marie-Ève aussi qui s'est jointe à la facilitation graphique, je tiens à vous remercier, seront disponibles la semaine prochaine sur notre site. Si vous avez un peu de temps pendant les temps des fêtes, révisionnez les superbes innovations plus qu'on a faites au cours de la dernière année. La prochaine, c'est le 25 janvier, 7h30 avec Franz et Marina. C'est un rendez-vous le 25 janvier à 7h30. Je vous souhaite, à mon nom, au nom du CHUM, un excellent temps, une période des fêtes. Reposez-vous, enterrez-vous de vos bien-aimés, une source d'amour et contribuez à l'étincelle de la créativité et de l'innovation. Joyeuses fêtes, bon repos, santé. C'était un balado Innovaction.